Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes très... avec notre invité du jour. Vous étiez très nombreux à vouloir que nous puissions l'inviter, les doyens, le panafricaniste, l'aigle de l'Afrique et du monde, si je peux le dire ainsi, M. Norbert Yambayam, un homme extrêmement intelligent et sage. Il a plusieurs choses à proposer pour le développement de l'Afrique et du Congo. Il est ici avec nous. Il est au cadre de l'UDPS. Il travaille avec le VPM de l'Intérieur, Monsieur le ministre Jacquemain Chabani. Il est avec Peter Kazadi. Aujourd'hui, il continue. Il a mis son intelligence et son savoir-faire au profit de la République. Monsieur Norbert Mbemba, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation de le faire. Avec vous, Monsieur Norbert, ce n'est pas moi qui a voulu que vous puissiez être là, c'est les Congolais. Certains politiques de gauche et de droite, parce que sur ces plateaux, la fois passée, vous nous avez dit, il y a des répétiteurs scientifiques. Et sur ce, avec vous, nous allons tenter d'analyser cette thématique et à décrypter une thématique qui va intéresser ceux de l'opposition et le républicain et ceux du pouvoir. Qu'en est-il du leadership en RDC? Félix Tshisekedi répond-il aux attentes? Qu'en est-il du leadership en RDC? Est-ce Félix Tshisekedi répond aux attentes? On va en parler, vous êtes sans ignorer. On avait suivi il y a quelques semaines à l'université le professeur Vital Kamerhe, professeur Matata Ponyo. Il y avait des hommes intelligents de la République parler du leadership. Mais apparemment, les interventions des uns et des autres, ça a posé un problème dans l'opinion. Voilà pourquoi il faudrait que l'aigle de la République essaie un peu de décrypter ensemble avec nous. Mais avant cela, je précise, vous êtes un panafricaniste. Vous étiez sur la liste des 8 nominés, les meilleurs de l'Afrique, au même titre avec l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, et le capitaine Ibrahim Traoré, et les autres, donc 8 nominés de l'Afrique. Parmi les têtes bien faites, Norbert Mbemba était là. On va essayer un peu d'écraiser là aussi. Mais avant cela, je précise que vous êtes de l'UDPS. Être de l'UDPS, Norbert Mbemba, est-ce une honte pour vous aujourd'hui? Mais d'abord, merci Delphin pour cette invitation. Être de l'UDPS, c'est une question de choix. Le choix est fait en fonction du projet de société. Le projet de société, c'est un ensemble, c'est pas des réponses aux préoccupations d'une société. Si vous estimez que tel groupe réunit un certain nombre de réponses et que ces réponses correspondent, n'est-ce pas, à relever le défi de la pauvreté d'un peuple, on y adhère librement et on peut en sortir librement. Jusqu'aujourd'hui, l'UDPS a fait 37 ans à l'opposition. Certainement que nous venons de prendre le pouvoir essentiellement à la présidence pendant 5 ans. Voilà, on commence le début d'un deuxième mandat. Je pense qu'au regard de l'ampleur des problèmes qui sont dans notre pays, au regard du temps qui nous est imparti pour résoudre ces problèmes, j'ai l'impression que nous sommes sur la bonne voie. Et que certainement il y a trop de douleurs d'enfantement liées à l'engagement des uns des autres et compagnie, mais au moins nous sommes sur la bonne voie et nous pensons que le deuxième mandat va nous aider véritablement à pouvoir aller de l'avant, Et donc pourquoi ne pas être fier de mon parti? J'ai commencé dans ce parti, j'avais 22 ans. À l'UDPS. 22 ans. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans. C'est que très clairement, je n'ai pas changé, je n'ai pas viré, je ne suis pas allé ailleurs. C'est que les projets de société continuent à m'inspirer confiance. Certainement que, bon, nous sommes obligés davantage à travailler pour que finalement, ces projets de société puissent aider notre peuple à trouver son compte. Voilà, c'est un défi. Monsieur Norbert Mbemba, le sujet là, qu'en est-il du leadership en RDC?
Est-ce le président Félix répond aux attentes? On va en parler, c'est ça vraiment le sujet. Mais j'aimerais que nous puissions d'abord vider les arriérés du public. Ce n'est pas pour rien que vous êtes convoqués dans cette émission par l'opinion nationale et internationale et certains Congolais, les avant-gardistes aussi. Monsieur Norbert Yamba, une question directe. Est-ce l'UDPS était préparé à gérer? Est-ce l'UDPS était préparé à être au sommet de l'État? Il semble que l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, l'UDPS nous offre un spectacle désolant, les scandales humiliants, même le nom de Etienne Tshisekedi. En tout cas, la question, deux questions. Est-ce que l'UDPS était préparé? J'ai entendu dans votre introduction dire des choses qui dépassent même ma compréhension. Lorsque vous dites que M. Yamba fait partie de l'UDPS et que, bon, il a l'air d'être respecté dans la société, même au niveau de l'Afrique. Pourquoi? Je suis formé dans cette jeunesse de l'UDPS et donc, ça veut dire qu'il y a une préparation. Vous savez, nous, quand on a commencé à l'UDPS, nous étions organisés au niveau national. Et nous étions organisés au niveau provincial et local, même au niveau des villes, au niveau des communes, secteurs ou chefferies. Dans les 88 000 villages, dans les 6 995 groupements, les 145 territoires, on était représentés. Dans les 478 secteurs, 261 chefferies. Et puis, toutes ces provinces, villes, 97, etc. On trouvait quand même la structure statutaire de l'UDPS dans chaque endroit, y compris au niveau du village. Mais la particularité de l'UDPS et qui a créé pratiquement une sorte d'essaimage, c'est qu'en dehors de la structure statutaire, on trouvait ce qu'on a appelé le groupe de réflexion. Et ça dépend d'un groupe d'intellectuels qui se mettent ensemble pour réfléchir, de manière que chaque fois donner la matière à ceux qui sont statutairement établis pour prendre des décisions stratégiques qui permettent de booster le parti. C'est comme ça que nous avons fonctionné. C'est comme ça que moi, quand je discute avec toi, je ne peux pas avoir un papier. Et la même chose, quand vous voyez le président parler, il ne fait pas beaucoup d'efforts pour aller chercher des papiers. Il y a un background. Non, mais il y a une densité d'informations cristallisée au niveau du cerveau et qui sort de soi-même, simplement parce qu'on a été bien entraîné. Certainement qu'au fil du temps, il y a des gens qui prennent les trains en cours de route. Il y a des gens qui, finalement, parce que l'adhésion est libre et chacun adhère. Et donc, nous n'avons pas le même niveau, n'est-ce pas, de compréhension, d'engagement et de détermination, de rayonnement par rapport à la volonté du projet qui est le nôtre. C'est comme ça qu'on assiste de temps en temps à des douleurs d'enfantement dont on voudrait généraliser sur tout le monde. C'est pas normal. Donc, certes, on a été préparé, mais on n'a pas eu si facilement le pouvoir. Et au fil du temps, vous savez, ça affaiblit certaines personnes. Et il y a beaucoup de gens qui ont été des meilleurs d'entre nous, qui sont partis ailleurs. Si vous prenez, par exemple, tous ces gens que vous avez toujours considérés chez PPRD, Boutiste. Vous avez Chadari, aujourd'hui au MLC, F. Bazaïba, le Lambert Mende, le professeur Kalele, Sandra Lamouka. Tous ces gens, il semble que c'était des produits de l'UDPS. Oui. Je ne veux pas dire que même Martin Fayulu, il était très proche de Tshisekedi. Les soldats du peuple. Donc, Tshisekedi, le sphinx des mémoires, a été le centre d'intérêt, a été l'unité de mesure, a été la référence et référentielle. Et donc, toute la jeunesse de notre pays, ceux qui pensaient que le Congo pouvait fonctionner autrement, avaient des alliances, avaient, c'est pas conjoncturel, mais structurel avec l'UDPS. Et donc, nous étions le modèle. Certainement que on a focalisé plus un effort vers la destruction de la dictature, la démolition de la dictature, la déconstruction de la dictature. Mais maintenant, 37 ans en dehors des institutions de la République, quand vous venez,
Certes, ça ne manque pas de douleurs d'enfantement, mais ce ne sont que des douleurs d'enfantement. Aujourd'hui, les choses sont en train de se cristalliser. Aujourd'hui, on est en train de prendre les choses en main et on est en train d'avancer. Et donc, il ne faudrait pas justement résumer le comportement des uns et des autres simplement parce qu'il y a une faille dans tel ou tel endroit. Et vous tirez une conclusion non concluante. C'est pas bon. Alors, M. Norbert Mbemba, comme un esprit, comme un haut cadre de l'UDPS, un vrai scientifique de l'Afrique et du monde, mais si on photographie l'UDPS d'aujourd'hui et l'UDPS et l'ancienne UDPS, pourrions-nous dire qu'il y a déficit des hommes faits, des hommes rodés, des hommes capables à relever les défis une fois dans la gestion, où aujourd'hui, c'est vrai, vous avez des cadres moyens au sein de l'UDPS. Mais écoutez, si vous voulez apprécier l'UDPS, il faut regarder les gens qui sont aujourd'hui au sein des institutions de la République. Commençons par le président de la République lui-même. Sincèrement, pas parce que je suis de l'UDPS. Les gens vont dire, écoutez... Je parle pas le logo de l'UDPS, s'il vous plaît. Yamba Yamba, etc., Djalelo, on n'a pas du respect pour certaines personnes. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça un peu... Non, Yamba Yamba ne peut pas faire du Djalelo quand même. C'est un grand esprit. Et regardez le président de la République. Comment il s'y prend? Il n'a jamais été président de la République. Il arrive au pouvoir. Vous n'avez jamais vu, hein? Moi, j'ai au moins assisté dans un conseil de ministres où il dirige. J'ai assisté, moi. On va revenir sur le leadership, M. Norbert Mbemba. Il ne faut pas aller trop vite. Restons d'abord, répondez d'abord à mes questions. Est-ce qu'il y a des cadres moyens aujourd'hui dans votre parti du DPS? Je sais pourquoi je pose toutes ces questions très questionnantes, M. Mbemba. Bon, à tous les niveaux, il y a des cadres supérieurs, des cadres moyens et des cadres subalternes. Il semble qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'UDPS, vous avez un peu cet déficit d'avoir les gens rodés, capables. Vous avez plus des cadres moyens, comme les gens du PPRD, les autres le pensent. Oh, ça, ce sont les gens du PPRD, ils ne pensent qu'un négatif contre nous. Est-ce que chez eux, tout le monde est cadre supérieur? Bon. Alors, excusez. Il y a des partis d'élite, hein, vous avez également des partis de masse comme l'UDPS. Là, vous avez des gens de sous le bois, les gens qui réfléchissent selon par procuration, par coup des billets. Est-ce qu'il y a des citoyens? C'est mignon pour ces grands partis. Est-ce qu'il y a des citoyens de la République qui réfléchissent comme les combattants de l'UDPS? Vous avez été déjà sous le bois là pour écouter ceux qui réfléchissent, comment ils réfléchissent. Bon, il semble qu'ils réfléchissent par procuration, sous l'effet d'alcool, sous l'effet du chanvre. Donc ils sont un peu des gens incontrôlés. On les appelle aussi les forces du progrès. Des gens que vous ne maîtrisez pas. Mais ils portent quand même les maillots de votre parti. Les forces du progrès, ce n'est pas une association criminelle. C'est une association de jeunes gens qui se reconnaissent au sein de l'UDPS et qui pensent que le pays doit fonctionner autrement. Et qui estiment que l'union est la force des faibles et se retrouvent pour faire circuler l'information, échanger, construire des synergies gagnantes. Certainement que chaque règle ne manque pas d'exception. Il peut y avoir des troubadours qui portent l'étiquette force du progrès, mais qui en réalité ne sont pas force du progrès. Parce qu'à l'intérieur de force du progrès, vous avez... et cet homme-là, il a été candidat député national, il est même Jekobea. Et vous voyez vraiment, vous voyez là, de ces garçons-là, un voyou, vous recevez les gens de temps en temps, etc. Vous voyez vraiment Jekobea, un voyou, un criminel. Mais c'est un gardien du temple. Djeko est capable même de me recadrer, moi. Pourquoi? Parce qu'il lui pense. Il croit fermement à l'idéologie des pères fondateurs. Et vous pouvez être cadre, j'allais dire supérieur, lorsque et estime que toi tu n'es plus sur la logique des fondateurs. À ce moment-là, il te recadre. Et ça va de soi. C'est ça ce qu'on appelle dans la technique de gestion des contradictions les garde-fous. C'est qui sont capables, parce que connaissant l'objectif de départ, recadrer tout ce qui bouge pour que finalement nous allions dans la direction souhaitée.
Donc, ce ne sont pas des gens fous. Vous trouvez parmi eux des cadres universitaires. Ils sont nombreux, la plupart. Ok. Il n'y a pas des incultes. Ah non. Il n'y a pas des incultes. Donc, dans tous ces combattants, regardez, je dis... C'est pas des gens minimisés, vous non, pensez qu'il y a ils ont une citoyenneté responsable. Ok. La citoyenneté responsable, c'est donc la capacité de lucidité de comprendre les événements et les problèmes de la société, trouver de plus des solutions correspondantes. Ok. Et donc, quand ils réfléchissent, vous allez vous poser même des questions. Ils disent, est-ce que je suis supérieur à ces gens? Non pas parce que certains n'ont pas de boulot, mais il y a aussi des gens qui ont du boulot, mais qui reviennent là-bas. Parce qu'ils ont besoin véritablement d'apprendre un certain nombre de choses. À la source. Alors, M. Norbert, c'est vrai, nous avons suffisamment de choses à dire avec vous, mais j'aimerais que nous puissions vider ces chapitres. Monsieur Massounda, j'aimerais que vous puissiez me donner la photo d'un ancien ministre, aujourd'hui député national, M. Eteni Longondo. Il a fait certaines révélations, plus de 50 griefs retenus contre votre secrétaire général actuel, M. Augustin Kabuya, qui conduit les partis selon les anciens de l'UDPS à sa manière, comme sa boutique. Je ne sais pas si vous avez suivi ce que M. Eteni Longondo a dit, mais d'entrée de jeu, pensez-vous que le secrétaire général Kabuya, il est dans la vision du Sphinx, Etienne Tshisekedi, où il continue les combats de l'UDPS, ou soit aujourd'hui l'UDPS est ballotté par lui. Il n'y a pas 2 semaines, je vous disais que Augustin Kabuya, qui est secrétaire général du parti, était l'homme loyal, l'homme fidèle, l'homme à tout faire de l'actuel chef de l'État. Même les sales boulots. Non, je voulais vous montrer les degrés de loyauté, okay, le degré de fidélité. Et donc, Augustin Kabuya, le secrétaire général, l'honorable Augustin Kabuya, n'est pas parfait. Il peut avoir des faiblesses, il peut avoir certaines difficultés dans la gestion. Mais est-ce que c'est pour autant dire que Kabuya est vraiment un monstre? Quelqu'un qui a tenu le parti pendant tous ces temps, quelqu'un qui a tout fait pour que beaucoup d'entre nous, on se retrouve dans des institutions. Je précise que vous êtes un DIRCAB du VPM de l'Intérieur. Il a beaucoup travaillé. Okay. Certainement qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas porter un regard regardant par rapport à la personne. On peut pouvoir porter un regard regardant. Mais attention, les bruits chassent les capitaux. La bouche tue l'avenir. On a mis en place un certain nombre de structures statutaires qui permettent véritablement de régler un certain nombre de problèmes que nous avons. Et donc, lorsqu'il y a un problème, et surtout que j'ai vu, voilà, ils étaient tous côte à côte. Voilà, pourquoi ne pas ramener le débat à l'intérieur de la structure? Ils sont tous un secrétaire général, président en intérim, l'autre il est secrétaire général adjoint. Hein? Pourquoi ne pas ramener le débat à l'intérieur de la structure? Quel spectacle qu'on veut nous offrir? Que nous sommes tous des voyous? Il semble qu'il n'y a pas l'accès, donc Kabuya a tout bouché, donc personne ne peut dire mot, c'est lui le roi, c'est lui le maître, c'est qui sur qui. On voulait savoir, est-ce qu'au sein de l'UDPS, il n'y a pas la liberté d'expression? Kabuya est devenu dictateur parce qu'il est secrétaire général? Comment il s'est exprimé si Kabuya n'était pas ouvert? Il s'est exprimé. Et il ne faut pas non plus aiguiser la crise de confiance entre les deux personnalités. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'injection de contradiction. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas droit au désaccord. C'est cette esthétique et ambiance démocratique qui fait la démocratie. Mais est-ce que l'esthétique et l'ambiance démocratique, et donc on en a besoin, mais il faut que ça se fasse selon les règles de l'art. Pas pour se dénider devant le public. Or, quelque chose qu'on pouvait régler à l'intérieur. Et ça y est, maintenant,
de voir comment ils peuvent véritablement discuter sur un certain nombre de griefs. Je ne connais pas encore les griefs, mais je dis qu'ils ont un cadre pour lequel ils peuvent véritablement discuter et arriver à planir les divergences. Ça, on en a besoin. Raison pour laquelle, vous voyez, déjà, c'est permettre, si l'UDPS n'était pas démocratique, pourquoi on s'attaquerait à tout moment au président de la République? Kabouya est insulté à longueur de journée. À longueur de journée, il fait quoi? Il arrête de faire rater les gens, etc. Je suis d'accord que l'UDPS est un patrimoine commun. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui sont morts pour ce parti. Je suis d'accord que ce patrimoine doit être co-géré. Mais je ne suis pas d'accord que nos faiblesses soient mises à la place publique. Merci. Monsieur Norbert Yamba, vous avez compris la sagesse du Dieu Norbert Yamba. Alors, j'aimerais que nous puissions parler du sujet. Notre sujet, on a fini les arrières, malgré les temps nous fait défaut, mais nous devons quand même attaquer les sujets. Il y a les gens qui sont en train de vous attendre sur ces pistes. Monsieur Norbert Yamba, qu'en est-il du leadership en République démocratique du Congo depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? Mais aujourd'hui, le président, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'il répond aux attentes de l'opinion du public ou des Congolais? Mais avant de parler de lui, qu'est-ce que vous comprenez par un leader? Vous savez, le débat est fondamentalement intellectuel. Les gens, et il y a un certain groupe de personnes, en fait, aujourd'hui, qui pensent que le leadership fait défaut au Congo. Et dans un auditoire important de l'université, j'ai entendu beaucoup de gens dire que depuis 1960, et vous êtes en train de relayer... Jean-Lucien Boussa, l'un des ministres de votre gouvernement, ministre du portefeuille, il était ministre du commerce extérieur, il a dit que le leadership souffre en République démocratique du Congo depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Nous devons comprendre ce que c'est le leadership. Cette notion de leadership a évolué. La notion de transparence, la notion de transparabilité, la notion d'engagement, de détermination d'un homme vis-à-vis des autres pour les influencer de manière à aller dans une direction, cette notion a évolué. Parce qu'il y en a ceux qui pensent que le leadership suppose être en mesure de payer les gens, être en mesure de se faire ceci, faire cela. Attention, pour payer les gens, il faut réunir les moyens. Et pour réunir les moyens, il faut des taxes, il faut des impôts, et il faut des gestionnaires, mais il faut des surveillants de ces gestionnaires, etc. C'est comme ça que la notion de leadership, j'en suis spécialiste, dans une bonne école aux États-Unis. Et il faut, pour parler de leadership, il faut prendre l'ensemble des éléments du système. Parce que le leadership est différent du leader. Le leader, c'est l'élément catalyseur. Le leader, c'est la personne autour de laquelle il peut drainer tout le monde autour de lui pour arriver dans une direction. Mais le leadership, c'est tout ce qui entoure le leader, y compris le leader lui-même. Faites attention. Donc, le leadership doit être considéré comme étant un système. Et à l'intérieur du système, il y a des sous-systèmes. Vous avez par exemple le président de la République. Vous avez l'Assemblée nationale. Vous avez le Sénat. Vous avez le pouvoir judiciaire. Vous avez la société civile. Vous avez la société militaire. Vous avez la société politique. Vous avez le paysan. Vous avez. Tous ceux qui font partie véritablement d'un arsenal territorial, sociologique et institutionnel de la République. Et donc, si vous voulez la performance de la République, il faut donc qu'il y ait activation de ces différents sous-systèmes, qui opèrent dans un diagramme de Venn. Si vous avez, par exemple, un bon chef d'État, si vous n'avez pas une bonne élite intellectuelle, et donc vous n'avez pas de résultats. Si vous avez une bonne élite intellectuelle et que vous n'avez pas de citoyens qui comprennent les choses, vous n'avez pas de résultats. Si vous avez des citoyens qui comprennent, etc., et que vous n'avez pas une élite économique pour prendre les choses et générer des richesses, vous n'avez pas de résultats. Et donc, le leader va être dans le sens de pouvoir drainer tout le monde autour de l'idéal commun. Et c'est tout cela qui fait le leadership. Est-ce qu'au Congo, le leadership a fait défaut? Question difficile.
Question difficile, pourquoi? Parce que c'est interroger quel est l'état et la capacité des journalistes aujourd'hui de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la République. Quel est l'état et la capacité, par exemple, de l'élite économique de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la République? Quel est l'état, n'est-ce pas, de l'élite politique, tous ces partis politiques, de prendre les responsabilités de promotionner la République? Quel est l'état, n'est-ce pas, des magistrats, des avocats, des médecins, toutes les corporations professionnelles autour de ce qu'ils font pour promotionner la République? C'est de toutes ces questions questionnantes qui peuvent pousser véritablement à tirer des conclusions concluantes. Mais lorsqu'on croit que le leadership c'est un individu futur venu du ciel qui doit changer les choses, moi je dis non, on se trompe d'adresse et on est ignorant fondamentalement. Pourquoi? Parce que on a besoin, et ceux qui ont parlé de cette thèse, ils sont ministres, non? Ils sont Jean-Lucien Boussa, ministre, il y a le professeur Vital Kamere que j'ai vu, il y a le professeur Matata Pogno, j'ai vu Moïndo Nzangi, j'ai vu autant de ministres, j'ai vu également Julien Paloukou, ils en ont parlé à l'université, mais ils ont été des éléments importants du système. S'ils tirent des conclusions autour de leur contribution, je peux bien les comprendre parce que personne ne peut les évoluer plus qu'eux-mêmes. Mais s'ils parlent d'un individu, parce qu'il a géré, il est président ou il ne sait pas qui, etc., le leadership n'existe pas parce que tel individu est incompétent, compagnie, etc., qui serait alors plus compétent? Alors, excusez. Okay. Le débat est fondamentalement intellectuel. Alors maintenant, si on vise un individu, c'est un leader, il n'est pas leadership. Mais si c'est leadership, eux aussi doivent s'interroger. Quelles sont les grandes réformes? Ils ont des postes ministériels. Quelles sont les grandes réformes? Où sont les réformes qui boostent la République? Si tel un ministre, par exemple, du commerce intérieur. Jean-Lucien Boussa, il était ministre du commerce intérieur. Plusieurs fois d'ailleurs. Le président va venir travailler chez lui, à sa place. Tel un ministre, par exemple, de l'industrie. Le président va venir travailler. Tel est un président de l'Assemblée nationale. Le président va travailler à sa place. C'est la congruence. C'est cette synergie gagnante qui donne la performance d'un leadership. L'affirmation d'un leadership, c'est la capacité des citoyens de la République, peu importe leur lieu de provenance, leur sexe, religion, race, qui s'investissent dans le sens de promotionner la République. C'est ça le leadership. Mais le leader reste un, mais le leader n'est pas unique. Parce qu'à différents niveaux d'atterrissage, on trouve un leader. Au niveau national, vous avez le président de la République. Mais Vital Kamere est président de l'Assemblée nationale. Il est leader. Il est leader. De par son institution. Matata a été premier ministre, mais c'est un leader. Jusqu'au niveau de chef de bureau dans l'administration. Ce sont des leaders. Et à chaque niveau, chacun doit être sérieux pour avoir des capacités managériales, de gestion humaine. La capacité de traiter, il faut se poser la question. Vous dites non, telle ou telle personne n'a pas le leadership. Comment vous gérez vos gens? Mais j'ai l'impression que M. Norbert Mbamba, le niveau qu'eux ont placé les débats est tellement très haut, parce que eux, c'est des professeurs, vous êtes un chercheur. Quand Matata Pogno enseigne les leadership, son approche, quand Jean-Lucien Boussa parle de leadership, évidemment, leur approche est différente de ce que vous êtes en train d'expliquer ici. Est-ce que vous pensez qu'eux n'ont pas cette perception, cette manière de comprendre le leadership selon vous? Ils ont une perception parcellaire, court-termiste, sectorielle, sectariste. Ils ne comprennent pas encore. Ils doivent être suffisamment informés. Je vous dis la vérité. Matata Pogno. Comment ça? L'homme qui a fait preuve de son leadership, quelqu'un qui a boosté, quelqu'un qui nous a amené, nous a pris du point A au point X, Matata Pogno, modèle en Afrique. Vous savez, quand on veut faire une évaluation, ne me poussez pas à aller loin. Quand on veut faire une évaluation macroéconomique, n'allez pas sur les chiffres, n'allez pas sur les extras. Il faut aller vers l'impact. Ça s'appelle différentes étapes de résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, si vous construisez, vous avez 1 million de personnes qui ont besoin de se faire soigner, vous construisez un hôpital dont personne n'a accès. Et alors, vous dites que vous avez réussi? C'est vrai qu'il y a un hôpital, mais cet hôpital, le coût est très élevé.
les gens sont pauvres, ils ne peuvent pas avoir accès à l'hôpital. Très clairement, vous n'avez pas réussi. Vous avez produit un extra. Vous avez produit un effet, mais vous n'avez pas impacté la population. Parce qu'il n'y a pas accès. C'est très important. Et c'est là justement que se jouent les choses. On se dit, bon, on a construit autant de maisons, autant d'écoles. Ok, combien de personnes étaient dans une sorte de déperdition scolaire? Ou quelle est la population scolarisable? Et quelle est la population scolarisée? On ne dit pas ces choses-là. Les spécialistes de leadership, de gouvernance, compagnie, etc. Ils vous disent simplement qu'on a construit les écoles. Mais il faut arrêter des conneries. J'ai mis l'école chaque année avec Matata, vous vous rappelez de ça? Non seulement ça n'a pas visionnaire. Non seulement ça n'a pas eu lieu, mais ça n'a pas produit aucun impact. Mais aujourd'hui, parce qu'en réalité, et je m'excuse beaucoup, je prends beaucoup de risques en disant ça, les amis ne vont pas, mais ils vont dire que je fais le charlatanisme, etc. Mais je défends notre pouvoir. Nous avons souffert. Nous avons vu les gens s'amuser avec l'argent de la République. Aujourd'hui, parce que tel a volé, on sait l'identifier qu'il a volé. Tout simplement parce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour que la vérité apparaisse. Et il y a une volonté volontariste, c'est très politique, pour que finalement l'information circule et que cette information la population ait accès à cette information et en parle pour dissuader véritablement les voleurs potentiels. Ça, c'est toute une volonté politique. C'est une volonté politique, s'il vous plaît. Alors maintenant, quand ils viennent avec des théories démodées, essoufflées, dépassées, épuisées, complètement inutilement inutiles, parce qu'en réalité, qu'ils me disent, oui, je me suis beaucoup, j'ai risque d'indexer les gens, ça c'est évident, mais ils ont eu quand même à gérer la République. Ils ont fait quoi avec cette République? On est là à 110 millions d'habitants. Combien de pauvres? Mais vous êtes sur les matelas qu'eux ont conçus. Vous êtes sur une fondation que Matata, Jean-Lucien Boussa et Julien Paloukou plusieurs fois. Et gouverneur, ces gens ont travaillé pour que vous puissiez aujourd'hui faire quelque chose. Mais apparemment, il y a carence de la vision. Je ne sais pas, c'est ce qu'eux pensent. Ce que fait le président Tshisekedi, j'insiste, parce qu'on va dire encore, Yamba est en train de faire les djalero, on m'insulte chaque jour comme ça, etc. Mais ils sont conscients là où ils sont, que c'est lui qui veulent critiquer. Ils sont conscients qu'ils n'ont même pas 30% de ce qu'ils représentent en termes de valeur intrinsèque. Vous dites ils n'ont pas 30%. Ils n'ont pas été préparés. En dehors d'avoir mémorisé certaines théories économiques démodées complètement et concis dans un modèle fondamentalement occidental qui est hérocentrique. Et puis bon, ce qui n'est du reste pas une solution pour l'Afrique. Rien du tout. C'est même pas une solution pour l'Afrique. On a mémorisé, on a grimpé sur les idées des autres. Et on veut dire le leadership. Ils savent quel c'est le leadership. Le leadership, ce concept entre dans la diplomatie de vocabulaire. C'est sorti aux États-Unis. Et c'est injuste pour bercer les Africains, les Asiatiques, les Latino-Américains, compagnie, etc. Est-ce que vous entendez parler de leadership là-bas, en Asie ou en Europe? Vous avez entendu parler là que Macron est leader, ça a une leadership? C'est bizarre, hein, l'Afrique. C'est bizarre, on est foutu à la merde. Monsieur Mbemba, j'aimerais vous amener sur un terrain très glissant pour que notre public puisse comprendre, parce qu'il semble que le clan camérain, les anciens qui ont géré avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange, parce que Jean-Lucien Boussa travaille avec Kabila, Julien Paloukou, il a été longtemps gouverneur sous Kabila, Vital Kamere, il a même écrit un livre, Pourquoi j'aime Kabila. Tous ces gens-là étaient avec Kabila, mais j'aimerais faire une comparaison simple à l'époque de Kabila et aujourd'hui sous le régime Tshisekedi. S'il faudrait comparer les deux époques ou les deux gouvernements, quel est le gouvernement qui a fait plus, le gouvernement qui a prouvé, le gouvernement qui a amené un pays du point X au point Y? Aujourd'hui, est-ce le peuple se retrouve sous le régime Tshisekedi ou à l'époque de Kabila? Les gens se retrouvaient mais parce qu'il était un leader. Vous savez, c'est terrible. C'est terrible.
l'Occident nous a tués. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné des enseignements où on mémorise les choses, où on confond les diplômés et l'intellectuel. On confond? Les diplômés et l'intellectuel. Ok. Il y a des diplômés, il n'y a pas d'intellectuels. Je vous ai cité des professeurs, des spécialistes. Ce sont des commentateurs scientifiques. Non, Vital Kamerhe, c'est Il n'y a un pas de professeur. scientifiques. Amenez-moi quelqu'un, je vais discuter avec lui. C'était organisé à l'université. Il n'y avait que de scientifiques, il n'y avait que de Mais professeurs. arrêtez. Qui vous dit qu'il y a des scientifiques ici? Qui vous dit qu'il y a des scientifiques ici? Ça, c'est... Je te dis la vérité. Même si on n'accepte pas aujourd'hui comme ça, un jour, les enfants de nos enfants parleront. Il n'y a pas de scientifiques. Ce sont des commentateurs scientifiques. Quand quelqu'un te parle d'une théorie économique, ce n'est pas sa théorie. C'est la théorie des autres. Ok. Et il fait un commentaire. Nous avons besoin de gens qui pondent des idées, qui rivalisent. Le leadership, c'est déjà une théorie déjà très généralisée aujourd'hui. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ok. Et on utilise ça comme des vocabulaires. Et ça fait partie des éléments de vocabulaire diplomatique que l'Occident met à notre disposition pour nous bercer. Des vocabulaires diplomatiques. Diplomatiques. Les leaderships. Les leaderships. Ok. Les leaderships, tu vois, la démocratie, tu vois, la femme, tu vois, tous ces éléments faisant commune sont des vocabulaires diplomatiques Ok. pour nous bercer. Quand je m'excuse beaucoup, j'ai beaucoup de considération pour Matata. Professeur. Non, c'est pas ça. Professeur. Non, arrêtez. Matata a fait des choses, il n'était pas professeur. C'est une formalité d'usage. Être professeur, c'est une fonction. Qui vous dit que de être professeur, ça veut dire être intelligent? Non, son échelle de réflexion. Ah, mais non. C'est différent avec les gens qui n'ont jamais porté le taux. Attention. Et Longo Pende Longo, les des savants congolais, disaient que un intellectuel n'est pas celui qui sait tout. Il sait ce qu'il sait, n'est pas le seul à savoir ce qu'il sait. Les diplômes, quel que soit son niveau d'obtention, n'est pas un aboutissement de la carrière intellectuelle. C'est le début de l'étude. Quelqu'un qui est professeur d'économie n'est pas professeur de maçonnerie. Quelqu'un qui est professeur de maçonnerie n'est pas professeur de géographie. Il est docteur, ne sais pas, en géographie, n'est pas communicateur comme vous. Quand tu parles de la communication, il devient élève. Et donc, vous ne pouvez pas donner l'impression que quelqu'un, par exemple, il est professeur, il enseigne à l'université, il enseigne un domaine pour lequel il a été initié. Mais il n'est pas censé conquérir le savoir. Ok. Il n'enseigne qu'un domaine. Écoutez, vous allez en agronomie, vous faites une recherche sur le fait des maniocs et vous produisez une thèse doctorale. Et vous dites que vous êtes plus intelligent que tout le monde. C'est ça l'erreur. Et c'est ça que l'Occident a voulu nous tromper. Okay. En nous donnant des enseignements, des compilations. On prend tel livre, etc. On a là. Des enseignements de compilation. Les enseignements de compilation. Ok. Et donc, ce ne sont pas des enseignements libérateurs. Nous avons besoin des enseignements libérateurs. Comment l'Occident s'est organisé pour nous assujettir, nous ligoter, nous ligaturer? Quelle devra être la thèse qui déboulonne cette ligature? Donc nos professeurs sont ligotés par les enseignements de l'Occident. Mais aujourd'hui, c'est démontré que quand on est dans un enseignement égocentrique, et cet enseignement est fondamentalement à rentabilité externe, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait un enseignement qui vous pousse à être distant de votre société. C'est-à-dire au fur et à mesure que vous montez, licencié, master, docteur, vous commencez à regarder, à lorgner votre société. Vous ne connaissez pas votre société, mais vous connaissez la société d'autrui. Okay. Donc vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Et donc quand on vous donne la société qui est la vôtre, parce que vous ne maîtrisez rien en termes d'attitude, en termes de comportement, en termes de culture, de valeurs, compagnie, etc. Donc vous êtes incapable, incompétent de changer cette société. Combien de fois on a donné aux professeurs, je sais pas, la responsabilité de pouvoir gérer le pays? C'est échec catastrophique. Il faut le voir. Non, écoutez, il ne faut pas généraliser comme ça. Ça risque d'amorcer un combat. Mais je voudrais simplement rappeler à nos amis qui sont en train de se les scientifiques. Non, il n'y a pas de scientifiques. Qu'est-ce qu'il y a de scientifiques? Vous croyez, quand vous dites que le leadership, c'est des scientifiques,
Quand vous dites que non, union sacrée des intelligences, c'est ça que j'ai dit. Mais c'est ce qu'on dit, mais peut-être, j'ai suivi le président Vital Kamerhe qui a dit il faudrait que nous puissions créer l'union sacrée des hommes intelligents, des intellectuels. Est-ce c'est une manière de dire que l'union sacrée que nous avons, c'est l'union sacrée où il y a tout le monde, c'est un bateau qui a pris même des concrets là, ainsi de suite, il faut dissocier des autres. Et Vital doit faire beaucoup d'attention. Président Vital Kamerhe. Oui, bon. Président Vital. Il est de mon âge, hein, donc ça arrive. Okay. C'est vrai que c'est un chef, c'est un président de l'Assemblée, beaucoup de respect et de considération. Je suis très humble. Très humble. Mais il aspire beaucoup. Hein. Je le vois très volontariste, je le vois très ambitieux, mais il doit bien analyser son projet. Okay. Lorsqu'il parle de l'union sacrée des intelligences, ça veut dire quoi? Il y a un constat que dans l'union sacrée, il y a tout. Il y a tout le monde. Donc alors maintenant, je comprends sa vision. Parce que j'ai suivi une de ses vidéos là où il dit j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai augmenté leur salaire. Ça, c'est l'élite intellectuelle. J'ai été à la présidence, j'ai augmenté le salaire, mais jamais dit... Au ministère de l'économie aussi, il a fait... Voilà. Alors, jamais dit qu'est-ce qu'il lui a fait pour que les paysans qui se trouvent chez lui, à Mouéché, puissent y changer sa situation. Lui qui a été responsabilisé pour gérer l'Assemblée, tous les besoins de la population de la République. Qu'est-ce que lui, il a fait pour promotionner ce petit peuple qu'il a élu? Alors, sa vision, c'est créer les États, l'union sacrée des intelligences, encore qu'intelligence intellectuelle, c'est pas la même chose, etc. Et puis bon, voilà, donc, une élite par défaut, parce que c'est pas une élite. Être élite, c'est être moralement aguerri, être élite, avoir un savoir-faire, savoir-être. Et donc, lorsqu'on a un savoir, on n'a pas un savoir-être, vous n'êtes pas intellectuel. Alors maintenant, on a une série d'hommes et de femmes qui savent trouver de l'argent et qui prennent et qui s'enrichissent et qui montrent qu'ils ont l'argent et ils oublient la majorité de la population. Et ce sont ces mêmes-là qui se réclament, leadership, etc. Ils sont leaders là où chacun... Quel est le comportement vis-à-vis, par exemple, de son personnel, vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis des acteurs qui sont impliqués dans le processus de réforme de son ministère? C'est de tout ça. C'est pas parce que quelqu'un fait une déclaration déclaratoire. Non, mon déclaration déclaratoire. Ok. Déclaration. Essentiellement déclaration. Tu vois. Donc, à toute sincérité, sans émotion, je voudrais simplement dire que ce qu'ils ont fait là à l'université, ça frise une campagne, une propagande, et qui, visiblement, est mal placée. Mais ils doivent le savoir. Ils doivent le savoir que l'UDPS, parce que c'est de l'UDPS qu'il s'agit, il y a des hommes, il y a des femmes. Alors, Monsieur Norbert qui croient encore à l'avenir de notre pays. Monsieur Norbert Mbemba, j'ai suivi dans les réseaux sociaux, les gens, bon, les analystes avérés, ils ont tiré leurs conclusions en disant ce que Jean-Lucien Moussa a dit, ce que Vital a dit, ce que Matata Ponyo a dit. Apparemment, c'est comme si c'est une manière de dénigrer le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo-Tshisekedi. Voilà pourquoi je vous ai posé une question ici, mais vous avez fait fu, vous n'avez pas répondu à cette question. S'il faudrait faire l'analyse entre les deux époques, l'ancien régime Kabila, où tous ces gens étaient ministres, ils ont eu des postes et des responsabilités. Aujourd'hui, ils sont avec Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui a changé? Quel est le président qui a amené le pays à un niveau très élevé pour que le peuple comprenne que celui-ci est un linéaire, l'autre peut-être n'était pas, c'est un commerçant? Je voudrais que effectivement la question elle est pertinente, mais pour faire l'analyse, il faut savoir dégager les indicateurs d'appréciation et d'évaluation et de comparaison. Aidez-nous. Premier indicateur, chaque régime a fait combien d'années? Le régime Kabila a fait 18 ans. Que le président Kabila m'en excuse parce que il n'entre même pas dans ces débats, mais on l'introduit simplement pour représenter un régime. Non, on répond aux questions du public, parce qu'eux pensent comme ça. Voilà. C'est 18 ans. Ok. Et le régime, tu sais qui dit c'est combien? 5 ans. 5 ans. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Monsieur Mbemba, je vous arrête tout de suite, il ne faut pas dire ça. Magoufouli a fait combien d'années?
Magufuli. Magufuli a fait combien d'années? Mais il a transformé son pays. Attention. Dans peu d'années. Non. Monsieur Mbemba. Non. Yamba, c'est quelqu'un qui se promène et qui sait tirer les expériences des autres. Magufuli, John, de la Tanzanie. Non. Il a grimpé sur les idées de Nyerere. Et il a voulu rendre opérationnelles ses idées. Et quand il a voulu rendre opérationnel, les Occidentaux, nos ennemis n'ont pas accepté. Parce que le fait de dire, voilà, nous allons nous engager dans l'agriculture, nous allons nous engager, pas, dans la réforme de nos centres de santé, compagnie, etc. Personne ne peut aller se soigner à l'étranger si ce n'est qu'ici. Ce sont ces idées-là. Ce sont ces idées-là. Mais quand vous comptabilisez le nombre de maisons, ou aussi ce sont des immeubles construits par le président Tshisekedi par rapport à Magufuli, il n'y a pas match, même pas le 10e. Ah mais je vous dis la vérité. Mais là-bas, il y a les sauts de moutons, vous voyez, il y a des routes. Vraiment, apparemment, là-bas, regardez, non, je m'excuse beaucoup. J'aimerais que nous commencions à réfléchir. Vous allez au Rwanda. Le Rwanda, c'est 26 000 km². C'est-à-dire comme le territoire de l'Omela. Un territoire, il y en a 145 chez nous. Et le Rwanda a la dimension d'un territoire. Et lorsqu'il faut construire des routes, mais écoutez, mon cher ami, un diamètre de 200 km. Un diamètre de 200 km. Mais le Congo a un diamètre de plus de 2000 km. Lorsque vous voulez arriver à Bukavu, il faut une route de 2000 km. S'il vous plaît. Alors vous allez comparer le Rwanda au Congo. Et si on prenait par exemple tout ce que nous avons comme richesse, etc., et nous voulons focaliser ça, par exemple pour le territoire de l'Omela, on serait comment? Non, mon cher ami. Vous savez, quand on veut faire vraiment des comparaisons, et c'est comme ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'intellectuel. Il n'y a que des instruits, des diplômés, des répétiteurs ou des récitateurs. Ils regardent le Rwanda, ils regardent les bâtiments, ils regardent la route, des 3 routes, etc. Ils regardent les routes au Rwanda, regardez les routes chez nous. À vous attendre parler, monsieur Norbert Mbemba, j'ai l'impression que vous dites que le Congo ne mérite pas le président que nous avons. Nous, parce qu'en devenant président, on connaissait les enjeux du Congo. On sait que je vais hériter d'un pays plus grand par rapport à d'autres pays. Donc vous avez une vision focalisée. Dans 5 ans, je vais faire ça. Touché. C'est comme ça que je dis que ces déclarations-là sont des déclarations d'immaturité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait un vrai diagnostic. Le vrai diagnostic chez nous, ce n'est pas un problème de leadership. Le vrai diagnostic chez nous, c'est un problème de système éducatif. Ce système éducatif, c'est une éducation tronquée, coloniale. On est ligaturé, on est emprisonné. Pourquoi? Simplement parce que notre éducation ne nous permet pas d'avoir des technologies. Et nos technologies ne permettent pas d'avoir des industries. Le Nobium qu'on trouve à Rutshuru, là où il y a la guerre, c'est parce que c'est ce qu'ils recherchent. Mais on fabrique la stabilité de fusées. Et le coût d'acquisition d'un fusil aux États-Unis, c'est 10 à 14 milliards. Mais nous ne pouvons pas transformer le nobium. Si nous avions la technologie pour transformer le nobium, on aurait une usine de fabrication de nobium. On engagerait la population, on produirait des richesses. Et on prendrait cette richesse, c'est de l'argent, on affecterait dans les routes, on affecterait dans les centres de santé, on affecterait dans les écoles, les compagnies, etc. On paierait comme il faut les gens. Mais parce que cette question questionnante liée à l'absence de la technologie dans notre système éducatif pose problème. Alors maintenant, quand on est leader, le vrai leadership, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait identifier quelles sont les clés qui puissent débloquer la République. Alors qu'est-ce qui vous bloque? Parce que vous avez tout le pouvoir, vous avez la signature, vous avez tout, vous avez les parlements. Pourquoi ne pas changer ce système éducatif? Parce qu'apparemment vous êtes trop plaintif, vous avez le pouvoir. Un leader s'assume, un leader s'engage, un leader ne pleure pas. Monsieur Mbemba. Mais vous savez, c'est depuis 6 siècles que nous sommes ligotés. Échanger, oui, des réactions. Oui, tous sont des périls. Ils ne peuvent pas prendre le risque que prenne le président Félix Tshisekedi. C'est des périls? Oui, mais qu'est-ce qu'il faut Kamere, Matata, tous ces gens-là, c'est des périls. Non, mais écoute, qui peut contredire Macron en pleine conférence de presse comme ça? Parmi eux. Tu vois quelqu'un là? Tu vois quelqu'un comme ça en pleine conférence de presse qui contredit Macron? Non, mon cher ami. Combien de fois tous ces Occidentaux ont bien voulu que nous soyons avec eux, que Félix s'accommode, etc. Et qu'on leur dit non, les intérêts du Congo c'est autre chose. Le leadership là, quel leadership?
Ils ont pactisé, non? Combien de fois les gens ont fait des marchés avec des tierces personnes, des tierces sociétés, etc., où ils ont bénéficié plus de 40 à 50% de ce qui représente les coûts d'acquisition. Vous voyez? Donc, moralement, ils ne sont pas des bons exemples. Monsieur Norbert Mbemba, une fois de plus, je ne suis pas satisfait par rapport à vos questions, par rapport à vos réponses. Une question directe. Pouvez-vous nous prouver, dans quelques minutes ici, ce que Tshisekedi a fait comme président aujourd'hui? Quel est le preuve ou soit le prouesse de son leadership au sein de l'opinion? Le président de la République s'est battu qu'on pourrait redonner la confiance à notre peuple pour dire que plus rien ne sera comme avant. D'abord, ce qui nous arrive à l'est de notre pays, où il a montré, il s'est promené à travers le monde pour toucher tous ces complotistes, de manière qu'ensemble, nous puissions résoudre le problème. Il a redonné confiance. Même quand vous allez à l'est du pays, au Kivu, de manière générale, on va vous dire, nous avons confiance à Tshisekedi. Première chose. Deuxième chose, il a dit, si l'Occident est ce qu'il est, c'est à cause de son éducation. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner un enseignement gratuit, tel que recommandé au niveau de base, par la loi, l'article 43. Et c'est comme ça qu'on a parlé de la gratuité de l'enseignement. Ce qui était déjà dans la Constitution du 18 février 2006. Aujourd'hui, on est parti, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'enfants scolarisables pour leur donner la possibilité d'aller jusqu'à 6 millions d'enfants scolarisés. 6 millions. Quelqu'un va dire, écoutez, il y a des problèmes, Mais il faut déjà commencer quelque chose. Quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. Et on y est dedans. 6 millions, on est en train de résoudre le problème. Il faut d'abord voir, commencer, et puis on va voir, et on résout le problème. Deuxième chose, le président de la République a pensé que la sécurité est très importante. C'est un attribut de souveraineté. Et on se bat par rapport à cette question de sécurité. Je viens de là d'une grande réunion, etc. Et donc, on est en train d'avancer. Le président de la République a dit, pour démocratiser, n'est-ce pas, le développement sur l'ensemble des territoires, de manière à construire une dynamique équilibrée des provinces, il faut donc considérer les territoires comme étant une unité d'observation et d'action. Et c'est comme ça qu'il y a un PADEL, 145 territoires, un programme de développement local dans les 145 territoires. Et dans ces 145 territoires, chers amis, ça n'existe pas en Afrique. On doit travailler sur la sécurité, on doit travailler sur les bâtiments administratifs, on doit travailler sur l'électrification avec des équipements, on doit travailler sur les écoles, sur les centres de santé, sur le bac, les ponts, etc. 145 territoires. Aujourd'hui, au moins dans chaque territoire, on peut trouver une référence. Mais on a travaillé pendant 5 ans. Et ce n'est pas dans les 5 ans, parce que ça a commencé en 2021. Tu vois, ça c'est un grand programme. Et en dehors de ce programme PDL 145, il y a d'autres programmes sectoriels, etc. qu'on retrouve. Il n'y a pas que ça. Regardez les routes. Les routes de dessert agricole. Nous avons 88 000 km de routes de dessert agricole. Aujourd'hui, on est à 22 000. Et l'ancien régime m'a laissé à 2 000. 2 000 km. Nous sommes à 22 000, s'il vous plaît, pendant 4 ans. Et ils ont fait 18 ans. Et vous ne voulez pas considérer cela? Ces gens qui disent non, etc. Mais écoute, si vous voulez parler de leadership, mais il faut construire une dynamique innovante. La dynamique innovante suppose effectivement qu'on met un rouleau de réformes sectorielles et globales, holistiques. Chacun a que payer des responsabilités. J'entends à l'Assemblée là, des gens dire, écoutez, des gens intelligents, compagnie, etc. Je me rappelle bien à l'époque, avant que Vital ne parte, il y avait 180 recommandations, coup de chapeau Vital pour ça. Mais aucune recommandation n'a été appliquée. Et alors, vous produisez, c'est ça ce que j'ai appelé effet, mais vous n'avez pas d'impact par rapport à ce que vous faites.
Et vous allez dire, mais écoutez, voilà. Et là, deux notions importantes sont à mettre en exergue. La notion de réalisation et la notion de résultat. Vous réalisez. On vous donne, par exemple, la route de Kinshasa jusqu'à Matadi. C'est 350 km. Vous faites 3 km. Vous dites, vous ne voyez pas comment nous, on a réalisé. Parce que nous sommes un vrai leader. Ah, mais arrêtez de conneries. Vous avez 350 et vous réalisez 3. Ce sont des réalisations, ce ne sont pas des résultats. Okay. Donc, à toute sincérité, mon cher ami, ce débat doit être clos. Le leadership n'est pas une déclaration. Le leadership n'est pas grippé sur les idées des autres. Le leadership, c'est quelqu'un qui a tenté une échelle, mais qui ne sait pas marcher, il monte dans une autre échelle. Et personne n'est en train de nous a montré véritablement cette type d'échelle. Et donc, tu sais qui dit, dans son leadership, il a fait tout pour que tout le monde soit avec lui. Au lieu de traverser seul, il aurait souhaité traverser avec tout le monde. Mais parce qu'il veut traverser avec tout le monde, et donc on considère que bon, il est faible. Merci. Il est faible. Merci, M. Norbert Mbamba. Mais une question de curiosité, parce que les gens sont en train de nous suivre. Est-ce que vous serez d'accord si l'un d'eux se candidaterait pour un débat républicain autour de cette question du leadership? Parce qu'il faudrait quand même faire un débat. Des hommes rodés, des hommes calés. Est-ce que vous serez d'accord J'attends d'accepter ces débats? J'aime bien les débats. Okay. J'ai fabriqué mon aura toute ma vie autour de la propagation des grandes idées. Okay. Pas des idées terre à terre. Hein, des grandes idées qui ont de l'ancrage. Ancrage territorial, ancrage sociologique, ancrage institutionnel. Et s'il y a quelqu'un qui est dispo... De votre rang. Bien entendu qu'il vienne. Je précise à quelque niveau qu'il soit. Okay. À quelque niveau qu'il soit. Parce qu'il faut arrêter cette histoire. Parce que le mouvement n'a jamais été à l'université. Et le mouvement, aujourd'hui, on fabrique des thèses pour étudier ce type d'intelligence. Donc, il faut pas revenir un peu dans la culture zaïroise, etc., où les gens se font des étiquettes. Hier, quelqu'un faisait quelque chose, il n'a pas telle ou telle étiquette. Aujourd'hui, parce qu'on l'a proclamé, vous dites que non, il a augmenté d'intelligence parce qu'il a été proclamé docteur. Il faut arrêter de conneries. Merci. Ça, ce sont des choses à la zaïroise. Merci. On ne doit pas faire les choses à la zaïroise. Monsieur Norbert Mbamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je précise, il est le DIRCAP du VEPAM de l'intérieur. Jacques Chabani, M. Norbert Mbamba, c'est un esprit, l'élite de l'Afrique. Il a été sur la liste des 8 meilleurs nominés de l'Afrique. Meilleur homme politique. Meilleur homme politique de la République démocratique du Congo, au même titre avec Laurent Gbagbo et Ibrahim Traoré. Pas République démocratique du Congo, de l'Afrique. De l'Afrique. M. Norbert Mbamba, merci, vous faites la fierté de l'Afrique. Vous êtes un panafricaniste au cadre de l'UDPS. Mieux connu ailleurs que dans son pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Notre thématique d'aujourd'hui, qu'en est-il du leadership en République démocratique du Congo depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce Félix Antoine Tshombo Tshisekedi? Des réponses attentes. Vous avez suivi les arguments plus piquants et poignants de Norbert Mbamba. Il est ouvert à un débat avec celui qui pense que Félix Tshisekedi ne répond pas. Essayer d'éclairer l'opinion. Merci à vous et merci à l'équipe qui m'a accompagné. La grande équipe, Monsieur Masunda, Monsieur Pissa et Jarma. Je vois Jarma, je vois Fatou, je vois Rachidi et Monsieur Paul Bongongo. Merci à vous. Suivez la révision de cette émission à 20h sur les de télévision et d'autres chaînes qui nous accompagnent, BRT Centrale Télévision, Anway et tant d'autres. Merci à vous. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube Delcas TV ou au Centre Télévision. Vous pouvez déguster votre émission. Au revoir.